On va commencer. Je vous remercie d'être présent à cette conférence, et pour ceux qui auraient bravé les grèves ou bravé vraiment les complications qu'on a tous en ce moment. Donc vraiment un grand merci d'être à cette conférence. Cette conférence, on l'a nommée IA Data, intelligence artificielle et les données. Êtes-vous prêts pour la future révolution numérique? Alors future ou pas, c'est vraiment ce qu'on va voir ensemble. Cette conférence va vous être présentée par la promotion des étudiants qui sont en management des systèmes d'information. Donc il y a deux types de promos, juste pour préciser. Il y a celle dont je fais partie, j'aurais pas dû commencer par moi, mais c'est trop tard. Celle dont je fais partie, c'est-à-dire en formation continue, et puis on a des alternants qui viendront, qui sera la dernière conférence. Alors, intelligence artificielle, data, big data, on en entend beaucoup parler, on entend parler de révolution. L'idée, c'est de savoir si cette révolution peut se mettre à la même hauteur que la révolution liée à l'imprimerie, la révolution liée à l'électricité, celle liée à l'informatique. Est-ce que l'intelligence artificielle vient donner une couche de plus, une véritable révolution industrielle? Et pour ce faire, on a choisi de prendre trois objets. Le premier, c'est l'intelligence artificielle avec une facette particulière que sont les chatbots. La deuxième, c'est le règlement européen sur la protection des données qui va bientôt entrer en vigueur et qui parle beaucoup forcément de données. Et la troisième, c'est la blockchain. L'idée, c'est à la fois de vulgariser un peu tous ces concepts, mais aussi de rentrer un peu dans la technique, et afin qu'on puisse vulgariser vraiment les sujets. C'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc je vais demander je dis bonjour à ceux qui seraient dans les grèves et qui ont la 4G, qui sont peut-être en train de nous regarder en live. Donc bonjour à vous. Je vais demander à Thierry et à Stéphane de me rejoindre, puisque du coup nous on va s'occuper de la première conférence, l'intelligence artificielle et les chatbots. Donc on a nommé cette conférence l'intelligence artificielle Sambot. Voilà, ça nous plaisait bien. Donc les chatbots, qu'est-ce que c'est? Alors avant de commencer sur les chatbots, il faut faire un petit retour en arrière sur ce qu'est l'intelligence artificielle et faire une petite histoire de l'intelligence artificielle. On parlera ensuite des chatbots et puis on fera une démonstration en live d'un chatbot qu'on a développé. Les chatbots, ça existe depuis longtemps en fait. Ce sont des applications qui sont simplement des plateformes de discussion, sauf qu'aujourd'hui elles sont dopées à l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, c'est quoi? Avant de développer ce que c'est une intelligence artificielle, c'est intéressant de voir ce que c'est que l'intelligence. C'est un vaste domaine, donc on a essayé de condenser un peu ça. L'intelligence, c'est un ensemble de processus plus ou moins complexes, vivants ou non, qui permet de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à des nouvelles situations. Donc l'intelligence humaine, plus on grandit, plus on apprend et plus on sait faire face seul à de nouvelles situations. Et l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de théories et de techniques qui, mises en œuvre, permettent d'approcher ce type d'intelligence. Donc en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas une technologie en tant que telle, c'est vraiment une discipline qui regroupe des concepts, des technologies. Ça a été un temps le domaine des mathématiciens. On parlait beaucoup d'intelligence artificielle, surtout en mathématiques. Il fallait connaître les algorithmes, il fallait savoir ce que c'était des vecteurs, des choses comme ça. Et la complexité était là. Et pour le grand public, en fait, ça parlait pas. Ça parlait pas. Qui aime les maths, qui aime bien faire ça à l'école. Et malheureusement, ça arrive. Ça arrive bientôt. Vous allez bientôt l'avoir. Mais pas sous cette forme-là. Elle va être différente, elle va être facile à approcher et ça sera à vous de l'utiliser plus tard. Et notamment, avec ce petit chatbot, vous verrez, avec la démo, que finalement, c'est très simple d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire une chose, une autre chose ou plein de choses. Alors un peu d'histoire. Je ne vais pas faire un grand cours d'histoire, on va simplement parler de deux points qui sont vraiment les points de départ. Alan Turing, 1950. Donc peut-être certains d'entre vous ont vu le film Imitation Game il y a quelques années. Alan Turing est aussi rentré dans l'histoire parce qu'on sait aujourd'hui qu'il a réussi, grâce
à la création quasiment du premier ordinateur, d'une machine, il l'appelait comme ça, a craqué Enigma qui était le système de codage de l'Allemagne nazie. Et on sait aujourd'hui que grâce à sa machine, il a réussi à casser le code Enigma et il a certainement fait gagner plusieurs années sur la guerre, la fin de la guerre en tout cas. Et Turing, en montant cette machine, se projetait et s'est dit mais peut-être plus tard ces machines penseront. Et il a créé ce qu'il a appelé le jeu d'imitation, le test de Turing aussi on appelle ça, qui est peut-être qu'un jour on mettra un humain face à une machine et un autre humain, et le jour où cette personne ne saura pas si c'est une machine ou un humain en face, ça veut dire que la machine est peut-être plus intelligente que l'humain. Et pour additionner, depuis peu, on est en version de Turing version 2. Ça veut dire que maintenant, ce test de 1950, il n'est plus d'actualité. Il est plus bon pour ce qui va arriver. On a déjà passé un cap qu'on appelle l'intelligence artificielle 3.0. On ne va pas développer ça, c'est pas le but ici. Mais cette intelligence artificielle, en fait, elle a déjà passé le test de Turing. On est donc dans une version 2. 1955, Dartmouth, là, c'est John McCarthy qui commence à poser les bases de l'intelligence artificielle, ce qu'il appelle les machines pensantes. Et là, il pose avec des mathématiciens, des statisticiens, excusez-moi, j'aurais pas dû le faire, la base de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle hérite encore de principes énoncés à cette époque. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, le calcul des machines, à la fois la quantité de données qu'on arrive à brasser et la puissance de traitement des machines arrivent à mettre en œuvre des théories qui sont vieilles de plusieurs dizaines d'années. Alors l'intelligence artificielle, ça sert à quoi ? On a vu que l'idée c'était de s'approcher de l'intelligence humaine, et pour s'approcher de l'intelligence humaine, une intelligence artificielle, elle doit parler, puisque pour interagir avec l'homme, c'est quand même le langage qui est, la première porte d'entrée. Elle doit connaître, elle doit réussir à pratiquer au sens quasiment manuel du terme. Et puis deux concepts qui sont déjà plus proches de l'informatique, elle doit se souvenir, la mémoire, et elle doit savoir gérer des processus. Alors, il ne faut pas croire que l'intelligence artificielle sait faire tout ça en même temps. Ce sont chaque module est développé, est amélioré chaque jour. Il y a beaucoup d'algorithmes qui vont faire de l'intelligence artificielle et ça continue, c'est évolutif, ça va très vite. Donc il n'y a pas une intelligence artificielle pour tout ça. Vous en avez pour l'aphasie, pour l'agnosie, etc. Apprendre à apprendre. Alors tout l'objectif de l'intelligence artificielle, c'est aussi d'apprendre aux machines à apprendre d'elles-mêmes. C'est le saint graal du chercheur là. Aujourd'hui, on a fait un focus sur deux types d'apprentissage, que sont le supervisé et le non supervisé. Le supervisé, c'est tout simplement, on donne à la machine des exemples, et on dit à la machine, ça c'est une oreille, ça c'est un arbre, ça c'est une fleur. C'est ce que vous faites dans les captcha Google tous les jours, en disant où sont les panneaux de la signalisation routière, tac tac tac, et ça nourrit l'intelligence artificielle de Google. On l'utilise très souvent dans la reconnaissance faciale, typiquement. L'apprentissage non supervisé, c'est déjà une étape au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la machine ce que c'est. On lui donne juste les exemples. Et avec des approches probabilistes, elle va réussir, avec des jeux d'erreurs et de succès, à savoir toute seule si c'est un arbre, si c'est une oreille, si c'est un visage, etc. J'ai mis en exemple le SIEM. Là, on commence à avoir dans le domaine des réseaux informatiques, l'intelligence artificielle permet de prévenir des attaques. Elle commence à reconnaître des schémas où elle sait que ça aboutit à une attaque informatique, et de ce fait, elle prévient l'attaque largement en amont. Et l'apprentissage profond, deep learning, c'est l'exemple d'AlphaGo. Donc Google, quand Google a mis en place AlphaGo et qui a battu le champion du monde de Go, on parlait de réseau de neurones. C'est une forme de machine learning qui essaye d'appliquer les concepts du cerveau, c'est-à-dire un réseau de neurones de plus en plus profond, sur des tâches très particulières. Avant de te passer la parole, juste un mot, chatbot. Alors c'est un buzzword, ça peut être aussi sous la forme assistant virtuel. Ça veut dire chat pour chatter et bot pour robot.
Et c'est la contraction de ces deux mots-là qui font chatbot. Alors vous allez entendre beaucoup parler de chatbot. On entendait déjà parler de chatbot, malheureusement en mal. Vous voyez le petit Clippy, c'est l'ancien. Et ceux qui connaissent ce petit symbole-là, on n'ose plus trop cliquer sur les symboles de chatbot pour pouvoir discuter. On a peur que derrière, finalement, ça aille nulle part. Eh ben non. On a introduit avec l'intelligence artificielle parce que justement, à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Et grâce à ce qu'on va vous montrer, eh ben, utiliser les chatbots, c'est fun, c'est bien, et en plus, ça va vous aider. Voilà, donc comme l'a expliqué Thierry, il y a différents types de chatbots maintenant qui existent. Il y a 4 grandes familles. La famille la plus répandue, enfin la plus utile pour nous, c'est ce qu'on appelle le serviciel. C'est-à-dire qu'en gros, vous discutez avec un robot, par exemple, comme celui de la SNCF, pour réserver vos billets de train ou commander un bouquet de fleurs. Ensuite, vous avez le chatbot expérientiel. Alors ça débute, c'est pas encore tout à fait au point, mais c'est genre un coach. Typiquement, il y a une moisson tabac, en fait, le bot vous motive pour continuer dans la bonne démarche de ne pas fumer. Ensuite, vous avez le commercial qui rejoint le serviciel. C'est-à-dire que le commercial, lui, va juste vous vendre un produit. C'est-à-dire qu'il va, vous commandez votre pizza et elle est reçue. Typiquement, le bot Pizza Hut, c'est exactement ce qu'il fait. Le serviciel, lui, il apporte un service en plus, c'est-à-dire qu'il va vous réserver votre billet de train et vous voir la disponibilité. Il est un peu plus évolué. Et enfin, le chatbot amusement, c'est ce qu'on retrouve essentiellement sur Facebook, typiquement des jeux de questions-réponses ou même des morpions. Derrière, en fait, c'est un chatbot. Ça remplace, c'est un robot qui remplace un humain et généralement qui parle. Pour vous dire à quel point c'est implanté, le chatbot Pizza Hut en Grande-Bretagne vend aujourd'hui 20% des pizzas de Pizza Hut. Donc c'est pas négligeable en termes d'impact pour l'entreprise. Et aussi, une dernière chose pour Facebook, ça a été l'un des premiers parce que c'est un grand réseau social, donc forcément, on a envie de l'utiliser. Et la plateforme Facebook a pour l'instant été fermée du fait de la popularité de la création de chatbots. C'est tellement simple que beaucoup de gens s'y sont lancés. Il y a beaucoup de chatbots préconçus déjà. Donc voilà, pour l'instant, c'est fermé. Mais c'est vraiment une plateforme qui était bien utilisable pour commencer à faire des petits chatbots. En revanche, là, on parle surtout de chatbots grand public, mais il y a un manque, en fait, c'est au niveau des chatbots inter-entreprises. Là, justement, le cas de notre exemple, c'est ça, on va essayer d'aborder justement l'utilité d'un chatbot même au sein d'une entreprise en interne, qui pourra remplacer une assistante, enfin à un petit niveau, mais qui pourra remplacer l'assistante. Donc là, typiquement, via notre exemple, on va vous présenter donc, comment fonctionne un chatbot. Donc, via une interface graphique, on pose une question au chatbot. Ensuite, vous avez l'intent, donc c'est le but, à quoi il sert, ce qu'il va faire. Donc par exemple, si c'est un chatbot commercial, donc c'est vendre des pizzas. L'entité, c'est justement ça va être les éléments clés, les mots clés. Typiquement, quelle pizza vous souhaitez, votre adresse et le nombre de personnes. Et le contexte, c'est justement pour faire savoir de quoi on parle. Typiquement, si on lui demande je veux un avocat, s'il n'a pas le contexte, il ne va pas savoir si on parle d'un fruit ou d'un légume ou d'un avocat, le métier. Donc le contexte est vraiment très important, c'est ce qui met en condition la requête du chatbot. On a mis en couleur en fait ce diagramme simplement pour expliquer en fait les phases qu'il y a. On a les phases essentiellement UI ou UX, qui veut dire on va dire l'interface visuelle de l'utilisateur. Le bleu, c'est ce qui va être traité, c'est l'information qui va être traitée, parce que la donnée, c'est vachement important. Vous allez voir après dans les suites RGPD et blockchain, on est dans le monde de la donnée maintenant, et ça, c'est prioritaire. Et pour le chatbot, c'est aussi prioritaire. Donc c'est ce qui est en bleu. Ce qui est en vert, c'est tout ce qui va être le traitement. Et le traitement, c'est l'intelligence artificielle. Donc vous avez 2 blocs. Vous avez le premier bloc et le deuxième qu'on va expliquer maintenant. Et enfin, pour la finalité, c'est la réponse que va apporter cet petit outil. Et cet petit outil, il va l'avoir fait grâce au traitement de l'intelligence artificielle. Alors le moteur NLP, c'est le Natural Language Processing. Donc c'est là qu'intervient l'intelligence artificielle. Elle va comprendre ce que vous dites, elle va comprendre ce que vous voulez. Ce que vous dites, parce qu'on a dit, c'est possible que ce soit vocal, ça peut être textuel, mais ça peut être aussi une image. Parce que vous pouvez donner une image, elle va être interprétée. Grâce à l'intelligence artificielle, elle est capable de vectoriser une image. Et grâce à ça, elle va savoir ce que c'est. Si on prend un chatbot, ça peut être un chatbot jardinier.
Vous savez pas? Eh ben si. Votre chatbot jardinier, vous savez pas ce que c'est que cette plante. Vous lui donnez une image de cette plante. Puisque vous l'avez entraîné à savoir ce que c'était que la famille, il va savoir reconnaître si c'est une rose, une violette ou autre chose. Donc, on peut imaginer plein de choses avec ces chatbots. Simplement, il faut connaître un petit peu ce que peut faire l'intelligence artificielle pour pouvoir après appliquer ces chatbots. Le chatbot n'est pas une intelligence artificielle, c'est simplement c'est une image qu'on vous renvoie de quelque chose de complexe qui a été facilité pour vous. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est pour ça qu'il y a une flèche qui revient au départ, c'est que c'est une boucle de progrès en fait. Plus on alimente le chatbot, plus il va savoir, et plus il va savoir la fois d'après. Et même s'il fait des erreurs dans le process, eh ben, il saura que c'est une erreur. Donc la prochaine fois, il ne la fera pas. C'est vraiment le concept de l'intelligence artificielle, c'est erreur, succès, erreur, succès. Et pour finir aussi, le chatbot ne fera pas tout. Si vous mettez un chatbot d'entreprise, il ne va pas faire tout ce que fait dans l'entreprise, tous les métiers, tous les silos que vous avez dans l'entreprise. Il est fait pour un contexte bien précis. C'est pour ça qu'il y a un contexte. On ne peut pas lui mettre beaucoup de contexte. Il va falloir le faire petit à petit. On rentre dans le monde de l'agilité avec les chatbots. Il faut savoir être agile. Donc tout ce qui est manager de projet agile, c'est ça. On y est. Là donc ça illustre ce qu'on vous a dit tout à l'heure, donc les différents mots-clés pour l'utilisation d'un chatbot. Je reviens juste un coup juste avant parce qu'en fait, j'ai pas expliqué ce que c'était. On a deux choses, hein. NLP, ça on l'a vu, et le NLU, c'est le understanding. C'est comme ça qu'il va être compris. C'est essentiellement quand vous faites du vocal. Donc ça peut remplacer par exemple un call center. Maintenant, quand vous appelez des gens, ben, ça pourrait être derrière, ça peut être ça, le NLU, qui va traiter votre demande et va savoir vous orienter, soit vers un processus ou soit vers une personne humaine. Voilà, donc comme on l'a dit, en fait, un chatbot peut s'alimenter de diverses façons. Donc, il y a la version la plus connue, c'est le mode textuel, c'est-à-dire qu'on tape un texte et il nous répond. Ensuite, vous avez le mode vocal, c'est ce que vous avez avec vos téléphones, type Siri ou Angela chez Alexia, chez Amazon. C'est une autre. Angela, c'est la future. C'est la future. Sinon, donc, vous avez typiquement donc, la localisation GPS et le cliquant sur un bouton. C'est le système qui a été mis en place par Opel et BMW. Quand vous êtes en panne ou si vous avez un accident, vous appuyez simplement sur le bouton et automatiquement, il y a un robot derrière qui va vous localiser, vous contacter, savoir quel est votre problème et vous envoyer les secours nécessaires, soit la dépanneuse, soit les pompiers en cas de gros accident. Voilà, donc là, concrètement, ça c'est donc l'exemple qu'on va vous montrer, c'est le fonctionnement de l'exemple. Je mets du pointe. Voici. Donc, en gros, quand on s'adresse à notre chatbot, en premier, donc, il nous dit bonjour. S'il nous reconnaît, on passe au message de bienvenue. S'il ne nous reconnaît pas, il nous crée et comme ça, donc il a notre donnée, on est stocké. Ensuite, via le message de bienvenue, on lui parle, on lui demande ce qu'on veut qu'il fasse, et c'est justement en lui demandant ce qu'on veut qu'il fasse que ça va déterminer son contexte. Parce que nous, donc le chatbot qu'on va vous montrer, c'est un chatbot RH qui est capable de poser les congés payés, enfin les demandes de congés payés ou des demandes de frais. Donc c'est deux contextes complètement différents pour lui. Par conséquent, c'est deux méthodes de raisonnement différentes. Donc il va vous poser des questions. Si jamais il ne comprend pas, il est en mesure de reboucler de façon à être sûr d'être dans le bon contexte pour pas qu'on soit dans une boucle infinie. Et ensuite, donc vous avez le prompt et vous lui demandez donc une fois qu'il est bien interprété, vous lui demandez ce que vous voulez et il le fait. Alors ça, c'est un diagramme de flux de façon à structurer en fait la façon dont vous allez construire le chatbot. Parce que sans ça, vous ne pourrez pas lui donner correctement ses domaines de compétences. Et on revoit la data, elle est là ici en fait. Le liste de contexte, c'est vraiment la data. Il va y avoir un filtre avant qui va être fait, c'est l'idéal. Et en fait, là vous avez les datas importantes qui vont pouvoir être traitées par le chatbot. N'allez pas lui envoyer tout le web, ça sert à rien. Il faut d'abord filtrer. Donc avant de passer à la démonstration réelle, on va pas rentrer dans le détail très technique de comment on a fait, mais c'est juste les principes. On a utilisé un outil qui est disponible pour tout le monde, qui est gratuit,
et qui est proposé par Google actuellement. Dialogflow, en fait, c'est leur système d'intelligence artificielle, c'est celui qui utilise Google Assistant, par exemple. Ils mettent en place une plateforme, un simple compte Google suffit, et on peut créer son chatbot. Donc Dialogflow, ça permet de faire le lien entre création de chatbot et puissance de l'intelligence artificielle derrière. Et on a utilisé... Juste pour finir, ouais, on va revenir sur le premier. Voilà, on revoit bien les intents, les entities, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc ils sont bien ici, et le contexte il est juste avant. On voit bien la structure qu'on a définie, elle est ici, et c'est le même langage. L'autre plateforme qu'on a utilisée, c'est IFTTT. Ça, c'est une plateforme de service qui permet de faire des liens entre des systèmes qui ne se parlent pas à l'origine. Donc en fait, c'est de l'API as a service, quasiment. Nous, on l'a utilisé pour connecter Dialogflow avec de l'envoi de mail, par exemple, ou de l'insertion dans de l'agenda. Voilà, donc on va passer à la démo. Donc on a créé un petit chatbot. Le but, c'était vraiment qu'on l'intègre dans l'entreprise. Vous allez voir les chatbots bientôt arriver avec tout ce qui est serviciel à l'extérieur d'une entreprise. Mais on n'a pas encore pensé à l'intérieur de l'entreprise. Et cette petite démo va pouvoir vous montrer concrètement ce qu'on peut faire aussi en entreprise. Donc on n'a pas mis en place le haut-parleur et le micro, mais ça aurait très bien pu être fait, puisque c'est dédié aussi à ça. Et c'est avantageux aussi pour les personnes à faible autonomie. On peut utiliser finalement des assistants comme ça pour les aider à travailler continuellement dans la journée. Voilà, en même temps, vous avez le code. Comme ça, si vous avez envie de savoir un peu comment c'est codé, c'est sur le côté. Donc là, le robot nous accueille. Que souhaitez-vous faire? Alors, je pourrais très bien lui dire, par exemple, là, il commence à me répondre. Très bien. Et vous? On pourrait rentrer vraiment là-dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas codé. On est directement dans ce que fait déjà par exemple Google Assistant via Google Home ou nos smartphones. Maintenant, je vais lui demander qu'est-ce que tu sais faire, parce que c'est bien. Enfin, je peux discuter avec lui longtemps, mais ça va pas être très intéressant. Là, voilà, là, il scanne en gros sa base de ce qu'on lui a proposé à faire. Donc, vous voyez, il me dit à ce jour, je peux discuter et vous aider à poser des congés payés. Donc, nous, c'est vraiment ce contexte qui nous intéresse, la pose des congés payés. Donc là, vous voyez quand même à droite, Conversation ID, c'est ce qui permet de sauvegarder la conversation. Et c'est comme ça qu'en fait, il stocke toutes les conversations et qu'il apprend via ces conversations. C'est vraiment l'identifiant unique de la conversation qu'on entretient. Là, si on fait un refresh, vous verrez, le numéro va s'incrémenter. Donc je souhaite poser des congés. Là, il va commencer à reconnaître tout de suite le contexte. Donc tout de suite, il va me dire à partir de quelle date. Alors on peut même lui mettre des choses de type de demain, à partir de demain. Donc là, on est dans les entités. Ces mots-clés-là, c'est les entités, et il va les prendre. Et on définit les entités qu'il a besoin avant de fermer la conversation. Donc ça a été dans le flow que vous avez vu. On a défini des entités. Et ces entités s'appellent des keywords. Et tant qu'il n'a pas ces keywords, il va vous les demander. Et s'il les a, il va pouvoir continuer. Donc si on respecte tout le flow, il va être capable de faire là, le résultat. Voilà, donc de demain à après-demain, donc je n'ai même pas besoin de lui poser des vraies dates dans un format particulier. Anglais, français, ça marcherait autant. Et même pour vous dire, on a même été étonnés. En fait, on a tenté, nous, à un moment donné, de demain à après-demain en se disant que ça ne marcherait pas. Il l'a pris directement. Et là, automatiquement, il me dit votre demande de congé payé, alors du 13 au 14, ça colle bien avec mes dates, ça va, a été soumise à votre N+1. Donc là, on peut imaginer l'envoi d'un mail, on peut imaginer l'envoi directement dans le calendrier en mode non accepté. Il y a vraiment zéro limite en termes vraiment d'interaction après entre outils. Voilà. Et donc en fait, c'est pas le chatbot qui va envoyer le mail, etc. C'est derrière, on a une API, puisqu'on l'a fait avec IFTTT. C'est l'API qui va se connecter à l'application qu'on a souhaité utiliser pour après faire le reste. Juste pour info, pas plus tard qu'hier, j'étais à un showcase d'Oracle, et Oracle intègre un chatbot RH nativement dans leur solution à partir de juillet, pour faire ce qu'on fait là en fait. Donc c'est vraiment dès demain dans les entreprises.
Donc, pour finir, donc les chatbots, c'est un réel progrès. Par contre, il se pose quand même des gros problèmes de sécurité. Surtout, enfin, il y a deux principaux problèmes de sécurité qui se posent. C'est le problème de sécurité des données d'apprentissage. On a peur, enfin, certains spécialistes ont peur que les robots deviennent plus intelligents que les humains. Stephen Hawking était le premier justement à appréhender ça. Isaac Asimov aussi à son époque appréhendait justement, il avait créé les trois lois de la robotique. Et c'est toujours d'actualité parce qu'il y a une vraie crainte que les robots apprennent plus vite que les humains au final et que donc ils nous surpassent. Ça c'est la première crainte dans une vision très pessimiste de l'avenir. Et sinon, l'autre problème, et justement on va aborder le sujet du RGPD avec ça, c'est que les chatbots pour apprendre sont obligés de stocker énormément de données et des données personnelles pour savoir quels sont vos goûts en matière de fleurs, de chaussures, enfin de ce que vous voulez. Donc ils stockent vraiment toutes vos informations personnelles. Et au niveau du RGPD, il se pose des soucis concernant justement ce stockage de données et surtout le droit à l'oubli, parce que le chatbot pour l'instant n'est pas encore soumis à cette réglementation-là. Pour finir, il me semble intéressant quand on parle de maîtrise de l'ensemble, c'est vraiment se pose des questions qui dépassent largement l'IT en fait. Il y avait ces problématiques d'éthique avec la génétique, il y en a encore. Aujourd'hui, ces problèmes d'éthique vraiment sont dans l'IT parce que c'est bien beau d'entraîner ces intelligences artificielles, mais on le met où le point d'arrêt? Dans le militaire, la question de à partir de quand je vais autoriser un robot à tirer tout seul sans le go d'un humain se pose déjà. Hein. Il y a des projets, notamment aux États-Unis, d'autoriser des machines à décider elles-mêmes à partir de quand elles commencent à tirer. Voilà, il n'y a aucun domaine qui est épargné. Le véhicule autonome, on en parle tous les jours. Voilà, Tesla. Les assurances, du coup, savent plus trop comment il faut faire. Voilà, cette notion d'intelligence artificielle bouscule absolument la société et il est à la fois intéressant et passionnant, moi je trouve, hein, par exemple, de toutes ces problématiques qui dépassent largement l'informatique. Et en revanche, selon beaucoup d'experts, les chatbots, enfin les chatbots en eux-mêmes vont faire ce qu'a fait l'interface graphique par rapport au mode texte. Ils vont vraiment supplanter les applications. C'est-à-dire qu'à terme, vous aurez quasiment plus d'applications sur votre téléphone. Vous aurez votre assistant, votre chatbot, qui fera tout pour vous. Il restera peut-être éventuellement les jeux, mais sinon tout ce qui est vraiment service, ça sera remplacé par un seul et gros chatbot qui fera tout pour vous. 80% des applications sont amenées à disparaître d'ici les 10 prochaines années. Voilà, on a terminé notre conférence. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Allez, je suis sûr que vous en avez. C'est le moment, n'hésitez pas. Alexandro? Qu'est-ce qui se passe si on fait des erreurs de saisie Alors les erreurs de saisie, il les prend aussi, parce que du coup, à force, par exemple, congé payé, moi, quand je faisais mes tests, j'arrêtais pas d'inverser le N et le O. Et ben au bout d'un moment, il s'en moquait. Il a compris que CNO, GS, c'était congé pour moi. Donc il boucle et du coup, il corrige les fautes. Oui, parce qu'en fait, en allant plus loin, c'est de la vectorisation. Pour lui, il ne voit pas un mot, il ne voit pas une phrase, il voit des ensembles de vecteurs. C'est très compliqué. Je vous invite à chercher là-dessus, mais c'est de la vectorisation. Et donc, il va interpréter non pas des lettres, mais un contexte. Et de ce contexte, il va savoir analyser et ressortir, par contre, le bon mot, puisqu'il a un lexicon. Et ce lexicon, il va l'utiliser pour vous répondre. La preuve, bon, je pense pas que vous ayez fait attention. Là, tout à l'heure, quand on a tapé congé avec un accent grave ou un accent aigu, il l'a tout à fait interprété. Et sans nous poser la question ou reformuler. Parce que maintenant, pour lui, il a assimilé que l'accent, c'est pas grave, l'un ou l'autre, on parle bien de congé payé. Et un truc tout bête, hein, c'est que les dernières versions d'Office, en fait, les correcteurs orthographiques, c'est plus des dictionnaires à l'ancienne des bases de données, c'est de l'intelligence artificielle en fait qui vient corriger les fautes. Hein. C'est plus simple pour eux, c'est plus facile à maintenir maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Vous parlez au niveau d'Oracle, par exemple, qui a assimilé aujourd'hui le chatbot. Doit-on aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'instant T, se méfier de tout ça vis-à-vis de, justement, le stockage des données personnelles et donc forcément s'en méfier
Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réglementation là-dessus. Exactement. Alors moi, je suis un profond utopiste, hein, mais je réponds oui quand même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle permet des choses énormes et gigantesques, et je pense, moi, sert l'humain. Si on l'utilise bien, elle sert l'humain. Elle permet par exemple à des personnes âgées d'être surveillées 24 heures sur 24. On peut imaginer des choses comme ça. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Mais ces données-là, effectivement, aujourd'hui, on ne les maîtrise pas. Il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de réelles normes. Alors, le règlement européen, du coup, je fais le lien avec le groupe d'après, mais est une réponse. Mais on a la chance, entre guillemets, aujourd'hui, d'avoir des gros groupes, Google, Facebook, etc., qui sont plutôt dans une démarche d'ouverture de leur code. Hein, on n'est pas dans un mode boîte noire complet, même si ça reste commercial, etc. Hein. Mais pour l'instant, on n'assiste pas à tout d'un coup un groupe qui deviendrait surpuissant parce qu'ils ont une technologie que personne ne connaît et qu'ils ont commencé à utiliser. Voilà. Mais on ne sait jamais. Ouais. Et puis il faut dire que dans le schéma, on voyait bien, il y avait une sorte de base de données. C'est cette base de données que va utiliser l'intelligence artificielle. Celle-là, on la maîtrise. Elle peut être dans l'entreprise. Beaucoup de choses qui sont sur le cloud au niveau intelligence artificielle. Par contre, on peut garder on-prime certaines choses, et notamment les données. On peut les stocker, on peut les supprimer au bout d'un temps. Donc on a quand même le contrôle de cette donnée. Donc certes, l'intelligence artificielle va s'améliorer avec les réseaux de neurones, notamment, elle s'améliore avec le temps. Par contre, elle peut aller au-delà. On appelle ça l'overfit. Et ces choses-là, on ne les contrôle pas parce que c'est du deep learning, c'est elle qui le fait. Mais la donnée, elle vous appartient, et si jamais vous voulez la garder chez vous, si vous la laissez dans la cloud, après ça reste justement à deuxième niveau de vous expliquer ce que ça va être. Juste une petite anecdote pour dire à quel point quand même les chercheurs se méfient eux-mêmes. Hein. Google, pour son système de traduction automatique, a changé de technologie. Aujourd'hui, c'est une technologie basée sur l'intelligence artificielle. Hein. Avant, c'était des traducteurs qui créaient des dictionnaires de données, etc. L'intelligence artificielle de Google, à un moment donné, a créé son propre langage que les chercheurs ne comprenaient même plus. Parce que les réseaux de neurones, en fait, avaient considéré que pour traduire de l'anglais au français, par exemple, c'était beaucoup plus rapide de passer de l'anglais à une langue qui s'était créée, et de cette langue à l'anglais pour traiter le problème. Là, on est typiquement dans un vrai problème, ça échappe un peu à la compréhension, du coup, ils ont arrêté le projet. Voilà. Mais ça va vite, ça va très très vite. J'ai encore une autre question, puis après je passe... on a parlé en médecine, alors je vais parler un petit peu de la médecine, des futurs ordinateurs reliés au cerveau humain pour utiliser le fameux neurone humain. Est-ce que c'est toujours d'actualité vu le développement en fait, ou aujourd'hui c'est complètement abandonné? Vous l'utilisez vous peut-être aussi Non, alors là vous me contredisez peut-être, on n'en est pas encore, je pense, à une utilisation réelle. Oui. Mais, alors j'ai toujours un mais, là où certains voyaient vraiment de l'intelligence artificielle dans l'entreprise à 30-40 ans, aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est dans les 10 prochaines années, déjà, ça va exploser, quoi. Donc c'est un mai à aujourd'hui, le 12 avril, quoi. D'accord, merci. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, en fait, l'intelligence artificielle, sur un certain nombre de choses, va être meilleure que l'humain. Et donc, par rapport à cette problématique, pourquoi brancher un robot à un cerveau humain si l'intelligence artificielle est meilleure que l'humain? Et en fait, la recherche est plutôt sur les robots autonomes que sur brancher l'humain. L'humain sera trop lent. Trop lent et pas assez précis. On n'utilise que 10% de notre capacité. J'ai une question relative à Dialogflow. Donc sur la démo que vous avez faite, qui est assez édifiante, qui est vraiment au niveau juste de l'apprentissage de l'outil en lui-même, combien de temps vous a-t-il fallu pour Oui. Alors, montre en main 6 heures. 6 heures après avoir un peu lu de doc et tout, mais franchement, en 6 heures, on a développé ce qu'on a développé là. Et après l'apprentissage, il apprend en permanence. D'ailleurs, de temps en temps, il y a une sorte de petite fenêtre qui apparaît en bas, Training in Progress. Voilà, il est en train d'apprendre ce qu'on vient de faire. Mais l'outil est surpuissant et accessible à tout le monde. Voilà, par contre, là, c'est pas du deep learning, il apprend pas tout seul. Hein, ça, il est maîtrisé. Et donc, dans training, s'il comprend pas un mot, ça sera marqué, ça sera flagué, et c'est à nous de lui dire si c'est dans le bon contexte ou pas. Et grâce à ça, il va continuer à évoluer. Parce qu'il n'y a pas que Dialogflow comme interface, ils ont quasiment tous la même chose. Hein. On parle de contexte, on parle d'entité, donc c'est le langage qu'il faut faire pour développer.
version Microsoft qui s'appelle Louis.ai. Merci. La version donc Microsoft, c'est Louis.ai. C'est exactement la même interface. Vous aurez les mêmes mots-clés, les mêmes blocs, intent, entity, et la même façon de travailler. Et c'est vraiment très, très convivial. Enfin, il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour le mettre en place. Hein. Il faut lire. Il y a des tutos maintenant sur Internet. Il y a même des vidéos qui vous expliquent. Et c'est vraiment c'est abordable au tout venant. C'est pas besoin de sortir de grandes écoles maintenant. Moi, ce qui me fait réagir, en fait, c'est la remarque sur les Facebook, Google ou autres qui s'achètent une conscience en ouvrant le code. Je serais beaucoup plus partagé que vous. Je pense qu'il y a une vraie course à l'apprentissage en ce moment. Ils ouvrent le code, c'est très bien. Néanmoins, leurs robots sont en train d'apprendre à toute vitesse. Pendant que nous, on est en train de se pencher sur le sujet, les robots apprennent, et c'est là leur vrai pouvoir. Dans l'entreprise, on a un vrai souci aujourd'hui, c'est que l'IT ne sait pas canaliser ses utilisateurs qui sont très friands de ce genre de technologie. Et en termes de concurrence industrielle ou autre, j'alerte vraiment tout le monde au fait que les utilisateurs lambda vont être très friands de ce genre de technologie et vont aller communiquer un nombre de données inconsidérable à tous les outils. Et pendant ce temps-là, ces gros du business sont en train d'apprendre à toute allure. Je serais beaucoup plus partagé sur le fait qu'ils sont aussi gentils que ce qu'ils ont l'air. J'étais un peu exalté. Et c'est pas parce qu'on va dire qu'on s'excuse au Congrès américain que pour autant on n'était pas conscient de ce que faisait l'outil. Je suis à 100% d'accord. Une dernière question, on peut encore ou pas? Allez. Petite courte. Moi, c'est juste une petite question par curiosité. Ouais. Comment il va réagir le chatbot si ma date de fin de congé elle est antérieure à celle de début de congé? Eh ben, ça typiquement oui pour l'instant parce que on n'a pas mis de règles de sécurité par rapport à ce type de comportement. Hein. Mais ça serait facile à développer. Hein. De la même manière que on en parlait cet après-midi. Imaginons mon N+1 il répond pas dans les 15 jours, je pourrais très bien faire une relance automatique auprès du N+1. Voilà. Après c'est des règles à mettre en place. D'accord. Et voilà. Ok. C'est juste ça. Merci pour votre attention. Alors je reste sur scène moi. Je continue. Je voulais juste introduire, du coup, on a fait le lien plusieurs fois entre la quantité de données qu'on gère et le sujet du groupe qui arrive actuellement, le RGPD. Le RGPD, le règlement général sur la protection des données européen, qui va entrer en vigueur en mai prochain. Voilà. Donc j'invite Steve, Mohamed, Michael et Milan à vous présenter ça. Un, deux, c'est bon. On verra effectivement qu'il y a des éléments que l'on a analysés qui permettent de donner confiance et de créer même des opportunités pour l'utilisateur et pour l'entreprise. Alors ça va avec 400 obligations, 99 articles, c'est assez conséquent. Mais il y a néanmoins une réalité, c'est que le 25 mai 2018, l'ensemble des entreprises européennes devront se conformer à ce nouveau règlement avec des sanctions financières à l'appui. 4% du chiffre d'affaires annuel mondial ou 20 millions d'euros maximum. Cette semaine, la CNIL a publié le chiffre du nombre de sanctions, du nombre de plaintes qu'ils ont reçues l'année dernière. Il y en a plus de 8800. Donc les sanctions, ce n'est pas une chimère, c'est vraiment une réalité.
et les entreprises devront s'y conformer. Elles ne se sentent pas vraiment prêtes, on estime à 56% des entreprises françaises, un petit peu moins maintenant à partir de la date du sondage qui a été fait en octobre 2017. Mais voilà, elles sont un peu face à ce mammouth, ce texte de loi qui est assez impressionnant. Mais voilà, l'idée de cette conférence, de cette partie, c'est de donner confiance pour le citoyen, puisque le règlement le RGPD va accorder des droits d'accès, de modification et d'oubli. Et à ce sujet, chaque utilisateur pourra disposer de ces données et même pouvoir avoir cette notion de portabilité, de changer d'un système, d'un fournisseur à l'autre. Et puis pour les entreprises, on va les obliger à mieux connaître, à mieux identifier l'origine, les flux de leurs données, l'ensemble de cheminement, mais à l'échelle globale de l'entreprise. On sait bien dans les entreprises que chacun gère comme une petite PME, mais cela ne sera plus le cas. D'ailleurs, on verra, on a structuré en 4 parties parce que le sujet est assez vaste. Le point de départ, c'est de cartographier l'ensemble des données d'une entreprise, d'où une architecture plutôt data-centrique et le point de départ pour se conformer à la réglementation RGPD. Une fois que ce schéma est constitué, ou que du moins on tend vers ce schéma, on va devoir mesurer l'efficacité des dispositions prises pour assurer la sécurité du traitement des données, mais aussi du transfert de ces informations. Ensuite, nous, citoyens, et vous, dans la façon dont nous utilisons des applications mobiles, ou encore lorsque nous consultons des sites Internet, on est censé maintenant disposer de ces données et qu'elles soient interopérables. Et enfin, on verra justement au moment où nous disposons de ces données, comment assurer la sécurité lors du transfert de ces datas. Et on fera allusion à la notion de chiffrement. J'ai laissé maintenant la place à Steve Lagarde pour l'intégration des nouvelles exigences d'architecture pour le système d'information de l'entreprise. Bonjour à tous. Alors, Michael vous a parlé de data-centric. Donc, c'est un terme qui est assez barbare, mais tout simplement, ça veut dire que c'est la centralisation des données. Architecture basée sur la centralisation des données. Alors, que doivent faire les entreprises pour se conformer à la RGPD? Alors, c'est un challenge parce qu'au 25 mai, elles doivent quasiment toutes se mettre en conformité. Alors, le challenge pour eux, ce sera d'auditer leurs données personnelles, de faire un suivi de leurs données, de les protéger, puis, très important, leur assurer un droit aux personnes de pouvoir dire non, je ne veux pas que mes données soient utilisées, oui, je veux qu'elles soient utilisées. Alors, les différents enjeux pour l'entreprise, c'est la maîtrise des données. Si vous savez où se trouvent vos données, vous pouvez les maîtriser. Les différents échanges dans l'entreprise au niveau des données, si par exemple un service a besoin d'avoir les données de notre service, il peut les demander et ce sera facilité par la centralisation des données. Avec ceci, les entreprises pourront également prendre des décisions plus faciles. Elles pourront également avoir des stratégies qui leur permettront d'augmenter leur valeur. Alors, il y a 2 moyens de centraliser les données. Alors, les entreprises actuellement, il y a les entreprises du Big Data, les TPE, PME. Les Big Data ont de gros moyens, donc ils seront vraiment basés sur une architecture basée sur la centralisation des données. Donc les entreprises de type GAFAMA, avec Google, Apple, Facebook, Amazon, Alibaba. Alors Google est très en avance sur le sujet, Facebook est très en retard. Si vous avez vu il n'y a pas longtemps, des millions de données ont été aspirées par un outil du fait des données personnelles des utilisateurs. Donc il y a beaucoup de progrès à faire par rapport à ça. Donc les TPE, PME qui sont plus petites et qui n'ont pas autant de données à gérer pourront le faire via des logiciels qui seront validés par la CNIL. Alors ici vous voyez 2 schémas. Alors les données personnelles sont intégrées dans un data lake, donc un lac de données, donc centralisation des données. Les données seront analysées et affinées. De ce fait, sur le schéma à côté, vous voyez que les données sont collectées, nettoyées, stockées, donc dans le lac de données. Vous voyez, c'est comme un entonnoir. Au fur et à mesure, les données arrivent brutes, elles finissent affinées
est stockée. Elles sont gérées dans un data warehouse qui est une espèce de hangar où les données sont séparées. Donc les données sont transformées, elles sont analysées et elles peuvent être diffusées à l'utilisateur s'il l'en demande. Alors j'ai pris un exemple. Alors c'est le système de fichiers HDFS. Alors Hadoop Distributed File System, qui permet aux entreprises de pouvoir avoir leurs données, quelle que soit la situation. Donc c'est un système qui est redondant. Donc si vous voyez sur le schéma, vous avez les données qui arrivent, elles sont séparées en 4 blocs. Vous avez le serveur principal qui est divisé en 3 petits serveurs avec des systèmes de fichiers ADFS. Les différents groupes sont répliqués dans chaque bloc. Donc un serveur qui tombe en panne, on peut avoir accès à ces données assez facilement. Donc en plus, HDFS est basé sur un langage Java, donc très facile pour... Alors, qu'est-ce qui amène ceci va amener la centralisation des données, amène les entreprises à redéfinir les frontières de leur SI. Du coup, le SI doit pouvoir avoir accès à toutes les données transitant dans l'entreprise. De ce fait, si vous voyez sur le schéma, vous avez le système de formation, les données sont englobées dedans et quelles que soient les demandes des services par exemple ou si une architecture doit modifier, donc les données sont en seul endroit, elles peuvent être, c'est simplifié, vous avez structuré, maîtrisé, etc. Donc en fait les entreprises doivent absolument modifier leur façon de faire parce qu'actuellement les données personnelles ne sont pas protégées. Quels que soient les utilisateurs, nous pouvons perdre nos données, elles peuvent être distribuées. Donc il faut absolument que les entreprises centralisent leurs données pour pouvoir avoir un accès plus simplifié. Donc je vais laisser la place à mon collègue Michael qui va vous parler des audits de code sécurité. Bon. Effectivement, une fois que l'architecture data-centric est en place, ou du moins l'entreprise s'engage à tendre vers cette architecture, il est important de mesurer l'efficacité de la sécurité en place, surtout pour les logiciels, les applications qui sont intégrés dans ces systèmes d'information. Et pour cela, il y a des outils d'audit de code. Alors peut-être que vous avez déjà entendu parler de tels outils. À quoi ne sert pas un audit de code ? Un audit de code ne sert pas à gérer des questions abstraites que seul un cerveau humain, pour le moment, si je rebondis sur ce qu'on a vu en première partie, seul un cerveau humain peut mesurer, qualifier et comprendre, comme par exemple la bonne connaissance des règles d'utilisation, les règles métiers, l'efficacité du logiciel, le respect du cahier des charges. Il y a encore quelqu'un entre la chaise et l'ordinateur, c'est l'humain pour le moment. Et un audit de code, pour le moment, ne va pas pouvoir se substituer à ce qu'un être humain est capable de faire. Par contre, un audit de code, c'est vrai, va permettre de se conformer à l'obligation légale du RGPD qui est de mesurer l'efficacité de la sécurité en place, parce qu'il donne différents moyens d'avoir une bonne visibilité sur si chaque logiciel est parfaitement étanche, ou s'il n'y a pas, comme on dit, de black box, de boîte noire, de logiciels, on ne sait pas trop comment ils ont été développés, on ne sait pas trop s'il y a éventuellement des failles de sécurité. Un audit de code permettra d'avoir des indicateurs et de mesurer l'efficacité de tel logiciel que l'on veut éprouver. Ce que l'on veut, c'est mettre des indicateurs, c'est très bien, mais c'est de suivre la tendance. Alors, un audit de code, comment cela fonctionne ? On peut dire qu'il y a 2 étapes. On va déjà mettre en place un procédé de test. On va tester la solution complète, le package, les branches, les lignes de code unitairement. Enfin, là aussi, c'est un entonnoir. On va donc mettre en place, à partir du code source, tout un tas d'outils que vous voyez donc avec un outil du commerce Sonar qui va lancer 6 autres outils pour définir si effectivement chaque ligne de code respecte bien les standards, les référentiels internationaux. On va vérifier la couverture des tests. Donc on va mettre en place des tests, c'est très bien. Mais une application, un logiciel, il vit. Donc c'est pas parce qu'on a bien fait une première release
que lorsqu'on fait des modifications et des updates, il n'y a pas de nouvelles failles qui apparaissent. Donc l'intérêt de ces audits de code, c'est de faire une photo et au fur et à mesure d'agréger les nouvelles publications et de voir si effectivement ce que l'on entreprend tend vers la sécurité, vers la fiabilité ou au contraire se dégrade. C'est d'autant plus important lorsqu'une entreprise veut surveiller une application stratégique, une application sensible, une application qui est modifiée en permanence parce qu'il faut être agile et répondre aux besoins des clients. Donc l'avantage de se mettre en place un tel audit de code, c'est de disposer de métriques, d'avoir des indicateurs, de qualifier la qualité de la programmation et du code. On peut même le faire avec les liens externes et les connecteurs d'une application, d'un logiciel avec des connecteurs externes. Et puis après, on va surveiller la tendance entre deux dates, entre deux mises à jour de logiciels et de release. On va pouvoir observer effectivement si on tend ou pas vers une amélioration. L'audit de code permet de fournir ce qu'on appelle une dette technique. Je ne vous demanderai pas ce soir si vous avez des dettes, mais on sait tous comment ça marche. Plus on met de temps à la rembourser, plus les intérêts courent et plus il est difficile de la rembourser. C'est la même manière pour le code. Lorsqu'on fait des impasses sur la qualité de code, on a un boulet que l'on se traîne et qui va s'amplifier à chaque développement à tel point que des fois c'est le point de non-retour. Il est préférable de reprogrammer ou de choisir une autre solution que finalement de corriger le code existant. Et donc la dette technique, pour la DSI et même pour la direction, c'est un excellent indicateur pour savoir est-ce que ce logiciel, je vais le maintenir ou pas? Est-ce qu'il va me coûter trop cher à rectifier les bugs ou au contraire, je peux compter sur lui et le moderniser? Voilà l'intérêt dans le cadre de la RGPD, c'est d'obliger les entreprises à faire un focus sur leur patrimoine applicatif et évaluer leur qualité. Donc, l'un de nous quatre du groupe utilise ce logiciel. On a changé le nom pour des raisons de confidentialité, qui est connecté à SAP pour les données de l'employé, à savoir par exemple sa paye, connecté à Salesforce pour le fichier client, connecté à Box pour les données d'affaires. On a des liens externes donc à gérer. On a aussi, en interne, le logiciel fonctionne avec une infrastructure et avec un réseau de bases de données, mais aussi de serveurs d'envoi d'email ou d'espaces de stockage. Et puis enfin, il y a l'interface homme-machine. Soit donc on se connecte à ce logiciel via son PC, le poste utilisateur, ou par une application mobile. Quand déjà on fait cette cartographie de logiciel, on y voit un petit peu plus clair. Et l'audit de code va permettre d'identifier les liens, comment on se connecte et si cela se fait de façon sûre. Imaginez une entreprise qui dispose non pas d'un logiciel mais de 200, le travail titanesque que cela représente. Et pourtant, un audit de code permet d'y arriver. On a missionné une entreprise dans le cadre de cette conférence, Thales, qui est l'une des 28 entreprises certifiées PASI. Ça fait appel à un rappeur, mais pas du tout. Donc PASI, c'est le prestataire d'audit de sécurité pour les systèmes d'information. Il y en a 28 en France, choisis pour leur déontologie, leur méthodologie et leurs compétences. Et par rapport à ce logiciel que je viens de vous... Ah, voilà. Très bien. Très bien. Tant que ce n'est pas une alerte incendie, voilà, c'est bien. Donc l'audit de code va permettre d'identifier les défauts critiques par rapport à leur violation, le niveau de sévérité et de criticité, d'observer la courbe de tendance, si par rapport à chaque release, chaque publication de code, on s'améliore ou pas. Et enfin, on va pouvoir mesurer la dette technique. Vous vous rappelez, la dette technique, là sur ce logiciel, il est de 200 jours. Ça paraît beaucoup. Mais pourtant, quand on regarde au niveau de la sécurité, alors il y a peut-être des reprises liées au confort, mais au niveau de la sécurité, il n'y a que 2h30 de reprise. Donc on a passé commande pour régler rapidement ce problème grâce à cet audit de sécurité. Donc au final, un audit de code permet de donner de la visibilité à l'entreprise sur la qualité de son patrimoine applicatif et de se conformer à la RGPD, qui est de mettre en place et de surveiller la sécurité de son patrimoine.
Maintenant, à titre individuel et les particuliers, on est censé disposer de ces données et même d'en jouer auprès des autres fournisseurs. On va laisser donc à ce sujet Milan nous en dire un peu plus. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de l'interopérabilité des données. Que précise l'article 20 en fait? Donc, je vais aller rapidement sur la réglementation. C'est un sujet qui est assez dense. Donc, l'objectif en fait de la portabilité des données, ça va être d'avoir un format structuré, lisible, et le droit de transmettre ces données. Donc, ça va être un format ouvert. Donc, ça peut être des types de données JSON, CSV, XLS, PDF, JIP ou PNG. Donc, ça va être vraiment des formats qui sont ouverts et lisibles, interopérables, faciles et qui permettent la maîtrise de l'individu de ses propres données. Donc, effectivement, ces données doivent être en gardant l'intégrité, sa confidentialité et bien sûr une certaine licéité et une loyauté par rapport à ces données. Donc, notamment aussi tout ce qui est métadonnées associées en fait à différents types de fichiers. Pour préciser un petit peu en termes de chiffres, que vaut une donnée aujourd'hui? Donc les valeurs précises, donc selon l'étude du Boston Consulting Group de 2012, la valeur de la donnée est de 1 trillion d'euros. Donc quand on parle de données, on parle aussi des données qui sont liées à toutes les organisations, les administrations, les entreprises qui sont liées aux données personnelles. Donc en termes de volume, ça représente quand même 7,91 fois 10 puissance 9 terabits. Donc c'est assez énorme. Pour une autre étude qui est présentée en Angleterre par Midata, qui est une application qui est déjà spécialisée dans les données personnelles, 77% des entreprises ne sont pas prêtes. Donc qui rejoint une autre étude encore. En termes de données aussi précises et en termes de coûts, en termes de compensation en euros par mois, on peut constater qu'en termes de sensibilité, les données financières, crédit du personnel par exemple, sont vraiment hautes. Les données par exemple sur les réseaux sociaux, sur les médias, moyennes, et sur les données personnelles, vraiment tout ce qui est âge, nom, prénom et intérêt, sont plutôt faibles en termes de pourcentage. Les impacts sur les données de l'individu. Donc là, effectivement, si l'entreprise ou les organismes ont une information sur nous, nous aussi, nous allons enfin pouvoir l'avoir. Donc c'est ce qui va permettre cet article d'avoir enfin le pouvoir et la maîtrise sur ces données. Et quand on parle de données, on parle de 3 types de données selon cet article. Donc ça va être les données personnelles, ça va être vraiment tout ce que j'ai précisé auparavant, nom, prénom, adresse, âge. Les données liées, donc toutes les données qui sont sur vos navigations, donc ça peut être l'énergie, ma consommation, ça va être tous les cookies qui sont utilisés, les recherches aussi que vous effectuez sur les navigations. Donc ça va être vraiment toutes les données qui sont liées aux entreprises, donc par rapport à vos données que vous utilisez au quotidien. Et enfin, les données liables qui sont les données qui sont vraiment les JUID, donc c'est vraiment celles qui correspondent à l'ID de votre nom, par exemple votre matricule ou votre numéro vraiment identifiant. Donc comme on peut le constater, aujourd'hui, donc l'individu est seul, et demain, l'objectif, ça va être vraiment un entourage de tous ces organismes avec vraiment une infrastructure, comme actuellement on le voit, qui n'existe pas, et demain, l'objectif, ça va être vraiment de harmoniser, collecter, gérer et utiliser. Donc le but, c'est vraiment de structurer en fait toutes les données et qui seront accessibles en fait à chacun. Donc je vais vous préciser un petit peu le fonctionnement au niveau des flux de données sur l'individu. Donc là, effectivement, aujourd'hui, on est sur un schéma où les opérateurs et les flux de données sont à l'externe par rapport aux opérateurs de données. L'individu est vraiment à l'extérieur en fait de tous ces schémas et toutes ces sources de données. Demain, l'objectif, ça va être de centraliser. Ces sources de données et ces services vont discuter ensemble. Donc les opérateurs de données auront un flux consenti qui nous correspondra et l'individu sera vraiment au cœur de ce flux de données. Pour les entreprises GAFA, par exemple, qui sont précurseurs, on peut constater que certains sont déjà en avance, d'autres un peu moins, comme on l'a précisé, notamment sur la récupération de ces données personnelles. Pour certains, oui, pour d'autres, non. La transférabilité par rapport à certaines applications qui le permettent. Des informations sur quel type d'informations l'entreprise a collecté sur moi. Les permissions, par exemple, ça va être toutes les permissions qui ont été récupérées par les entreprises. Donc Amazon ne le fait pas, par exemple. D'autres types d'informations sur les informations collectées me correspondant. Donc, ensuite, il y a aussi sur le... Alors, fonctionnellement, comment ça fonctionne? Alors, ce qui va être mis en place, ça va être une plateforme avec un entrepôt de données personnelles. Alors, je vais vous expliquer après techniquement comment ça va être mis en place.
Nous avons l'organisation avec les échanges d'organismes en premier lieu, et en deuxième lieu, il y a nos données au niveau des individus. Donc le but va être de centraliser sur une plateforme, centraliser toutes ces informations avec un flux d'autorisation, donc que ce soit des échanges d'individus et d'échanges d'organismes. L'objectif, mais à futur ou à terme, ça va être vraiment une architecture, comme le précisent certains chercheurs, de récupérer ces données pour pouvoir faire des réutilisations, des recherches. Ça, c'est vraiment dans un temps un peu moyen terme. Techniquement, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est 4 types de transferts. Donc il y a le transfert local classique, le cloud personnel qui existe déjà, les portails intranet ou extranet, et celle que je trouve intéressante, c'est le PIM, qui est une solution de facilité qui permet de justement centraliser directement en fait toutes les informations dans un entrepôt de données avec les différents périphériques, comme on peut le constater. Donc ça peut être écran, smartphone, catalogue, point de vente, et relié en fait à cette centralisation avec notamment les bases de données, les ERP et les fichiers plats. Donc c'est vraiment c'est le système précurseur de toute cette centralisation de données. Notamment, c'est vraiment une nouvelle techno qui est arrivée et qui permet de centraliser ce type d'informations. Les solutions à l'international, il en existe quelques-unes déjà, notamment Iota aussi, donc, qui utilise la blockchain qu'on va discuter juste après cette présentation, et Piciomi qui fait partie des solutions certaines françaises, beaucoup européennes pour le moment. Donc ça c'est vraiment l'objectif, ça va être bien évidemment d'avoir une favorisation de la concurrence entre les différents services. L'individu va être plus libre d'un service à un autre, un service qui va être hautement et simplement personnalisé, et enfin l'objectif vraiment ça va être de créer du business et de favoriser la concurrence. Je vais laisser du coup la partie chiffrement à mon collègue Mohamed. Bonsoir. Alors, donc moi je vais aborder une autre partie technique, donc qui est le chiffrement. Voilà. Déjà le lien avec la RGPD. Que dit la RGPD sur le chiffrement ? Le règlement n'impose pas le chiffrement, mais il propose comme une solution, comme notamment la pseudonymisation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui les entreprises vont devoir prouver donc à tout moment leur capacité à protéger les données, et derrière ça ils vont devoir mettre en place donc des outils de conformité. Donc parmi ces outils, on a vu tout à l'heure donc la cartographie des données. Une fois qu'on a les données, de dire ce qu'on en fait. Donc ça va être contrôlé justement par les contrôles de la réglementation. La mise en place d'un DPO, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc un délégué à la protection des données. Et un des derniers points, et c'est ce qui va m'amener à parler du chiffrement, c'est les outils organisationnels et techniques. Et là, on entre dans le domaine technique sur la partie chiffrement. Alors, j'ai trouvé intéressant de faire le point. On va le voir à la fin des différentes définitions. Qu'est-ce que le chiffrement ? Donc, c'est un procédé de cryptographie. J'ai un slide qui parle exclusivement de la cryptographie, donc je ne vais pas le développer ici. Ça fait un lien avec donc le sujet suivant concernant la blockchain. Donc c'est un élément qui est utilisé dans la blockchain. Et le chiffrement, donc c'est à partir d'un message clair, on utilise une clé entre guillemets mixant les deux, on arrive à une donnée chiffrée. Le déchiffrement, c'est le système inverse. C'est qu'on a la donnée qui est chiffrée, on utilise la clé pour récupérer donc le message en clair. Ensuite, décryptage et cryptage. Donc j'ai commencé par le décryptage, on verra ensuite. Le décryptage, c'est donc on a la donnée chiffrée et on souhaite le décrypter sans avoir la clé. Donc là, c'est ce qu'utilisent aujourd'hui les personnes malveillantes sur Internet pour, donc, à partir des données qu'ils ont récupérées de manière chiffrée, de pouvoir récupérer ce qui se passe derrière. Et c'est là où se trouve le danger. Et le cryptage, c'est un mot qui, à la base, n'existe pas. Il n'y a pas de sens. On le voit utilisé un petit peu partout. C'est une erreur. Le dictionnaire de l'Académie française ne l'utilise pas. Donc voilà, je trouvais important de le signaler. Donc si, à partir d'aujourd'hui, vous le voyez quelque part, vous ferez le lien. On ne dit pas cryptage, mais on dit chiffrement. Que faut-il chiffrer ?
Donc 3 choses, 3 schémas assez simples. Qui derrière, c'est pour le point 1, c'est donc les données, l'authentification, pardon. Donc s'authentifier, c'est prouver son identité. Donc on le voit, donc si on se connecte à un site, login et mot de passe, donc ça prouve entre guillemets qu'on est bien la personne qui doit accéder à certaines données. Le point 2, c'est la seule image que j'ai trouvée, mais elle est très représentative, c'est les données en transit. Donc c'est les données qui passent par le réseau. Et le point 3, c'est les données au repos. Donc les données qui sont stockées sur différents supports. Donc disque dur, clé USB, serveur et maintenant cloud. Alors pourquoi chiffrer et quels sont les risques ? On chiffre déjà pour conserver la confidentialité, premier schéma. Deuxième schéma, c'est pour protéger les données des actes malveillants. Et le troisième représente donc dans certains cas en fait protéger en fait la vie privée tout simplement. Donc aujourd'hui on en parle beaucoup, donc notamment je refais le lien avec ce que disait Steve avec l'affaire Facebook récemment. Et le risque derrière, c'est d'avoir des violations de données. Et donc il faut se poser la question de comment nos données sont sécurisées. Et donc j'en arrive à la cryptographie. Donc cryptographie, comme tout le monde parle l'ancien grec, cryptos, c'est le secret, et graphie, c'est écrire. Donc si on fait un raccourci, on peut l'expliquer en écriture secrète. Et c'est un des principes de la cryptologie. La cryptologie, c'est la science du secret, tout simplement. Et dans la cryptographie, on s'attelle donc à respecter l'intégrité du fichier, qui se traduit par l'empreinte, une fonction de hachage qu'on retrouvera côté blockchain également. Donc la fonction de hachage va simplement donner une empreinte à un fichier ou à une donnée et de pouvoir vérifier une fois que la donnée est transmise qu'on a bien l'intégrité du message. L'authenticité, on en a parlé juste avant, donc c'est pouvoir identifier la personne. Et la confidentialité, c'est là où intervient la partie chiffrement, en grosse partie. Et la signature numérique, donc intervient à la fois avec l'intégrité. Et donc c'est l'ensemble de ces 3 points qui représentent les principes de la cryptographie. Et donc j'en arrive au dernier point qui est un peu technique, donc je ne rentrerai pas dans le technique, simplement pour vous expliquer, donc il y a 2 systèmes de chiffrement. Un système symétrique qui est assez simple et très rapide, et un système asymétrique qui, lui, en termes de temps, est beaucoup plus lourd. Et aujourd'hui, en fait, je pourrais présenter, par exemple, quand vous vous connectez à Internet, le HTTPS, en fait, c'est un hybride des deux. C'est qu'on a utilisé la rapidité du symétrique encapsulée dans l'asymétrique pour pouvoir échanger les données. Donc on a symétrique, asymétrique et hybride, pour résumer. Et du coup, pour finir, en général, le chiffrement, on se base sur un chiffrement fort lorsque la clé... oui, par rapport à la longueur de la clé, pardon. C'est bon ? Donc, pour la conclusion, règlement général sur la protection des données. Donc, au final, c'est vraiment mettre en confiance l'utilisateur. Donc redonner de la souveraineté aux utilisateurs. Donc vous êtes maître de vos données. Et un conseil que je peux vous donner, c'est posez-vous la question, donc en tant que citoyen, c'est vous, c'est moi, c'est les membres de votre famille, comment sont utilisées vos données, quels traitements sont faits derrière, et de se poser la question, comment c'est sécurisé. Si on a la possibilité de pousser à ça, on devient maître de nos données. Favoriser la maîtrise du flux de données et la transformation digitale qui doit s'aligner avec forcément la RGPD. Donc elle est là, on a l'impression que ça nous tombe dessus, il y a la CNIL qui a déjà travaillé, elle reprend une majorité des points de la CNIL, simplement là ça sera suivi par des systèmes de contrôle plus poussés. Et les opportunités, la création de valeur pour les entreprises, justement une entreprise qui va prouver à l'utilisateur qu'elle protège vos données,
va plus facilement intégrer de nouveaux utilisateurs. Donc il faut rester attentif à ça. L'utilisateur dispose d'une monnaie d'échange, c'est exactement ça, le schéma qu'on a vu juste avant, c'est qu'on est incorporé dans le système. Avant on était un petit peu à l'écart, aujourd'hui on est en plein dedans, il faut pouvoir montrer qu'on existe et qu'on doit maîtriser nos données. Et le dernier point, faire émerger de nouveaux métiers. Forcément derrière, donc rien que le DPO, le délégué à la protection des données, est un nouveau métier et il y aura de la demande forcément. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions? Sujet dense, lourd, mais nécessaire par rapport au premier sujet. Voilà, je trouve intéressant aussi que l'Europe se mette en marche pour protéger les données. Est-ce qu'il y a des questions sur ce règlement? Merci. À un moment, vous avez parlé de la centralisation des données. Et en fait, centraliser toutes les données au même endroit, c'est pas une forme de vulnérabilité en elle-même? Si. Mais en fait, avec les sécurités qui existent maintenant au niveau des entreprises, donc le risque zéro n'existe pas. Mais le seul moyen de contrôler ces données, c'est de les centraliser. Si on a 20 services, je dis quelque chose de large, et toutes les données sont éparpillées dans les 20 services, si l'utilisateur demande à avoir ces données qui sont... Parce qu'en fait, on a des... sur son badge, on a des données. Quand on arrive dans l'entreprise, on donne des données. Si les données ne sont pas centralisées au même endroit, les entreprises ne pourront pas faire face à la demande. Donc il faut vraiment les centraliser pour pouvoir les redistribuer. Les analyser, les filtrer, les anonymiser, comme il disait mon collègue. Donc c'est la sécurisation des données qui fera que... Mais le risque zéro n'existe pas. Ça, on le sait. D'accord, merci. Voilà. Oui, j'ai une petite question en fait qui regroupe en fait deux des problématiques qui ont été traitées. Quand on fait appel à des systèmes, on va dire externes, par exemple SAP ou même quelquefois il y en a certaines entreprises qui travaillent avec Office 365, comment on va pouvoir centraliser ces données, sachant que du coup elles sont éclatées dans les différentes sociétés fournisseuses de services? Je peux répondre pour une partie. C'est qu'aujourd'hui, les SAP, les Oracle, se mettent aussi en ordre de marche pour être compatibles avec le RGPD. Et du coup, ils ouvrent des data centers en Europe. Ils ouvrent des data centers en France. Alors, il y a toujours une notion de confiance aussi, forcément, parce que c'est pas parce qu'ils le font qu'il n'y a pas des données qui puissent fuiter vers les États-Unis, par exemple. Mais ils se mettent en marche de cette manière-là. Aujourd'hui, ils mettent plutôt en avant justement le fait, Amazon, par exemple, a ouvert son premier data center à Paris. Ils en ont ouvert un à Hambourg il y a pas longtemps, justement pour montrer que, ils vont stocker de la donnée sur l'Europe. Voilà, donc c'est... Alors, moi, les entreprises, elles vont plus centraliser les données qu'elles ont, chez elles. Parce qu'en fait, c'est impossible d'avoir toutes les données des utilisateurs. Donc après, il y a le DPO, le délégué à la protection des données, qui est là, qui est en charge avec la CNIL. Donc l'Europe veut elle-même centraliser ces données sur ses frontières. Donc, forcément, les entreprises qui sont extérieures, comme il disait, devront ouvrir des data centers et pouvoir donner accès quand la demande sera faite. Mais ça, on le verra après, comment ça va se passer, parce qu'on est au début. On est au début. Vers une solution beaucoup plus centrale où toutes les données, mais là en éco-prémisse.
c'est sûr, sur les 99 articles, il y a de la RGPD, on ne l'a pas développé, il y a le principe de responsabilisation. Ce que l'on fait, nous, à partir du moment où on a un connecteur externe, là on a montré effectivement Salesforce, SAP, Box, mais aussi ça peut être un connecteur où on ouvre en web service pour une application mobile, enfin on s'ouvre à l'extérieur, il faut s'assurer que tous ceux qui viennent se connecter dans notre système, eux aussi, s'engagent à respecter le RGPD. C'est le principe de responsabilisation de la conception à l'utilisation même tiers en dehors des frontières de l'entreprise. Mais on peut avoir plusieurs entreprises connectées les unes aux autres, mais si elles s'engagent à respecter le RGPD dans les frontières de l'Europe, c'est bon. C'est pour ça que c'est vraiment les prémices. Chaque entreprise est en train de définir son propre périmètre, est en train d'inventorier aussi la liste de ses fournisseurs, la liste de ses connecteurs. Il y a des entreprises, ils ont des centaines, des milliers de connecteurs sur l'extérieur. Et bien, ils doivent référencer tous ces connecteurs. Et si effectivement, à l'autre bout, on n'a pas une entreprise qui est située en Inde, en Chine, en Afrique du Sud, etc. Car là, on est obligé de rapatrier effectivement ces connecteurs en Europe. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est une question en tant que simple utilisatrice d'Internet. Vous avez dit tout à l'heure que c'est à nous de vérifier comment sont stockées, je crois, nos données, enfin comment sont utilisées nos données. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que personnellement aujourd'hui je ne sais pas comment faire, à part cliquer sur le bouton je souhaite rectifier mes données. Là maintenant on le trouve souvent dans lorsqu'on reçoit des invitations ou de la publicité. Mais à part ça, comment nous, en tant que simples utilisateurs, pouvons-nous faire vérifier ce qui est fait avec nos données? En fait, on n'a pas une comment dire, on se doit pas d'aller vérifier nos données. En fait, on a aujourd'hui la possibilité d'être protégé pour nos données. Et derrière ça, en fait, c'est lorsqu'on va transmettre juste un formulaire, on remplit un formulaire sur Internet, c'est de se poser la question quelles données je vais transférer dès le départ. De se dire voilà, je sais que les données vont être centralisées, vont être potentiellement sécurisées, à qui je les envoie, et c'est de maîtriser son flux, de se dire ok, je vais donner mon numéro de téléphone, mais qu'est-ce qu'ils en font derrière? C'est d'être sensibilisé sur la possibilité de réduire les données qu'on transmet. Et une fois qu'elles sont transmises, les entreprises vont devoir demain vous mettre à disposition une plateforme pour récupérer vos données. Vous avez un droit pour récupérer vos données. Aujourd'hui, il y a Google qui le fait. En allant dans Gmail, il me semble, j'ai trouvé un bouton disant voilà, je veux récupérer mes données. En un clic, il vous fait une archive et vous envoie vos données. Et vous savez quelles données sont utilisées. Et là où l'expérience nous a choqué, entre guillemets, c'est on a fait un test sur Facebook. Et on a simplement donc lancé l'archivage. Et derrière, on a récupéré, donc un d'entre nous a récupéré des données. Et il s'est étonné de voir des photos de ses enfants. Alors que les photos des enfants n'ont pas été publiées sur le compte Facebook. Ils ont été publiés entre messages privés entre deux personnes. Donc voilà, en fait, on voit l'état des lieux en récupérant l'archive de ce que peut engendrer en fait la transmission des données. Donc c'est vraiment être sensibilisé sur ça, dès le départ se poser la question pourquoi on envoie les données et qu'est-ce qu'ils sont faits derrière. Et on est en droit de demander à la société à laquelle on transmet les données de nous dire qu'est-ce qu'ils en font. C'est surtout ça. Ça me permet juste de rebondir sur le fait qu'aujourd'hui les données on donne à des entreprises particulières qui ne maîtrisent pas. Je prends par exemple LinkedIn. Aujourd'hui, vous me dites que demain je peux dire je ne veux pas qu'on me dise mes données, donc tu veux arrêter de donner mes données. Aujourd'hui, l'outil m'oblige à les donner et à les utiliser. Est-ce que c'est la fin de l'outil? Après, faut se poser la question, qu'est-ce qui en est fait derrière? C'est si aujourd'hui, moi, j'ai pas encore LinkedIn, je me suis posé la question de savoir si on va devoir y arriver. C'est que on donne la possibilité à l'utilisateur de maîtriser ses données. Moi, je connais des collègues qui ont Linky et qui utilisent sur leur application le suivi de leur énergie. Et potentiellement, ils se sont réalisés quelques euros
Parce qu'on a mis à disposition de l'utilisateur, c'est le fameux do it yourself. On met à disposition donc, la possibilité de récupérer vos données, de les concaténer et de vous mettre des plateformes pour pouvoir utiliser les outils qui ont été développés dans les entreprises pour vous faciliter la tâche au tous les jours. Après, c'est à chacun de, une fois que je suis pas certain que tous les opérateurs forcent à utiliser Linky ou une fois qu'il est installé. Moi, je l'ai pas encore, donc je pourrais pas trop répondre sur le. Une fois qu'on y passe, on peut pas revenir en arrière. Ce que je savais pas. Ah, sur les données qui sont récupérées sans qu'on le sache, quoi. Oui. Oui, c'est un contrat entre. Il y a plusieurs dimensions. Il y a quelle est l'utilisation qui est faite des données que je dois de manière obligatoire remplir pour avoir accès à certains services, et que ces informations-là ne soient pas réutilisées soit de manière commerciale ou soit à investissement. Ensuite, il y a les informations qu'on va spontanément nous-mêmes mettre sur Internet. Et là, aucune réglementation, qu'elle soit européenne, internationale, pourra contraindre le cerveau humain en lui-même. Effectivement, il y a des scandales, les objets connectés qui arrivent dans l'écosystème et qui, eux, ne nous laissent pas le choix d'aller ou pas donner des informations sur notre consommation, notre flux. Donc les thématiques sont quand même extrêmement différentes. On ne peut pas toutes les remettre et les regrouper au sein du même sujet. Le cerveau humain reste quand même le responsable des informations. Voilà, un des points, c'est la sensibilisation des utilisateurs au final. Du coup, merci. voilà, Oui, je repasse la main. On va enchaîner. S'il y a d'autres questions, ça n'empêchera pas d'échanger après. Là, on va passer à ce qui est annoncé comme... Oui. Excusez-moi. Le prochain sujet, c'est pas celui-là. Le prochain sujet, c'est la blockchain. La blockchain qui est annoncée comme une révolution égale au web. Et souvent, on le voit uniquement par le prisme des crypto-monnaies. Donc voilà, on souhaitait vous présenter que cette technologie était beaucoup plus large que ça. Donc je laisse la parole à Léa, Corentin et Alexandro. Bonsoir tout le monde. D'abord, je veux remercier à ceux courageux qui sont restés. Donc, voilà. Merci. Aujourd'hui, avec Léa, Corentin, on va vous présenter la blockchain. Je suis un peu perdu. Je vais me retrouver. Donc, j'ai ma note, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est une technologie qui a des possibilités immenses, aussi pour les entreprises et les particuliers, et aussi pour les États. Donc, d'abord, pour commencer, on va vous présenter un petit exemple qui est simplifié d'un cas d'usage de la blockchain. Ensuite, on va vous présenter quel est l'intérêt, on va définir la blockchain et ses objectifs. Pour ensuite vous présenter le fonctionnement de point de vue, le fonctionnement général. On va vous montrer un aperçu de l'architecture et comment ça fonctionne de point de vue technique. Pour ensuite conclure sur quel est l'écosystème qui est formé autour de la blockchain et la maturité de cette technologie et les défis rencontrés. Donc pour notre exemple, on a pris le cas d'usage d'une vente d'une voiture. Je pense que tout le monde est assez familiarisé avec cet exemple. Lorsque Corentin veut vendre sa voiture, Léa cherche à acheter une voiture. Donc
Corentin va prendre une photo de la voiture, il va s'inscrire sur un site en ligne, il va mettre toutes les informations relatives à la vente et les conditions bancaires pour le virement. Léa, de son côté, va appeler Corentin, ils vont prendre un rendez-vous, d'accord. Ils vont se mettre d'accord sur le prix et les conditions de paiement. Ensuite, ils vont se voir pour signer le contrat. Donc, dans tout ce processus, il y a plusieurs parties tiers qui sont impliquées. D'un côté, il y a la banque, puisque Léa doit prendre rendez-vous à la banque pour un chèque. Il y a la transaction qui va s'effectuer entre les deux comptes. Il y a de l'autre côté, il y a la préfecture où Corentin devra donner un papier de cessation de voiture, un papier de cessation. Et Léa devra aussi se rendre à la préfecture avec les informations de la voiture pour l'inscrire à son nom et ensuite devenir propriétaire, avoir sa carte grise. Et il y a aussi d'autres parties tierces comme l'assurance. Léa devra inscrire la voiture. Donc c'est un processus assez complexe et grâce à la blockchain, on pourra le simplifier. Donc comment on pourrait faire sans ces intermédiaires? Et c'est là que la blockchain intervient. La blockchain nous donne la possibilité de nous imaginer un monde où les données, les informations et les contrats seront stockés sur une base de données qui est à l'abri de toute modification ou falsification. Donc là, on va faire un petit exercice d'imagination et on va s'imaginer que toutes ces informations, la carte grise, toutes les informations nécessaires à la transaction on a déjà une infrastructure blockchain en place. D'accord? Vous suivez? Très bien. Alors, lorsque Corentin veut vendre sa voiture, il aura à remplir les conditions dans un contrat intelligent qui sera déjà programmé de s'exécuter sur la blockchain. Léa va trouver le contrat et ensuite, si elle est d'accord avec les conditions, elle peut signer le contrat avec une signature digitalisée de façon digitalisée sur une plateforme web. Et ensuite, il y a un processus qui se passe en mode automatiquement derrière. Donc, l'ensemble de conditions seront envoyées au réseau blockchain. Elles seront vérifiées par ce réseau. D'accord? Donc, si Corentin est bien inscrit comme propriétaire de la blockchain dans l'architecture de blockchain, et aussi Léa a assez d'argent, alors le réseau va enregistrer Léa comme nouveau propriétaire et via un système intelligent de verrouillage et pourra avoir la clé pour déverrouiller la voiture. Elle deviendra officiellement propriétaire de la voiture. Voilà. Ensuite, donc, tous les parties tiers comme tous les autres acteurs comme banques et autres institutions seront peut-être plus nécessaires. La blockchain nous donne la possibilité pour les individus et pour les entreprises de procéder aux transactions et interagir de façon autonome. Voilà, avec un minimum de friction. Donc c'est ça le potentiel de la blockchain. Ensuite, je vais passer le mot à Corentin qui va vous présenter la définition et le fonctionnement général de l'architecture. Merci. Bonjour à tous et merci Alexandrou. Donc à travers ce cas d'usage très simple de la vente d'une voiture, vous avez pu assimiler certains termes. Donc maintenant on va rentrer avec la suite de notre présentation un petit peu plus dans le détail. Je vais d'abord vous expliquer les objectifs, à quoi ça va servir et le fonctionnement de cette blockchain, le fonctionnement technique. Et on finira par tout l'écosystème, tous les secteurs d'activité que la blockchain va pouvoir être mise en place dans l'économie.
Donc tout d'abord, je vais commencer avec la blockchain. Qu'est-ce que c'est? Donc un petit topo sur l'historique. La première blockchain, elle a été créée en 2008, donc il y a maintenant juste 10 ans. Donc on peut dire que c'est une technologie assez récente et elle a été créée dans un contexte de crise financière, de crise de confiance, avec la monnaie numérique que je pense tout le monde connaît ou a au moins entendu parler une fois, c'est le Bitcoin. Donc le but de cette monnaie, c'est de pouvoir échanger directement l'information financière d'un utilisateur à un autre sans intermédiaire. Donc j'insiste sur le fait de sans intermédiaire car c'est vraiment, comme l'a répété Alexandrou, c'est vraiment une des forces de cette technologie. Et si vous pouvez ressortir de cette conférence et retenir quelque chose, c'est au moins ça. Donc je vais vous parler de la définition maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette technologie? Donc on peut le définir comme une grande base de données, un grand livre de compte, un grand registre. Vous pouvez définir le terme que vous voulez derrière. Ce grand registre, il est public, distribué, et il enregistre toutes les transactions entre les différents utilisateurs. Ces transactions, elles sont sécurisées, vérifiées, et elles ne peuvent pas être copiées ou elles ne peuvent pas être modifiées, pardon. Et elles sont stockées dans une base de données qui enregistre toutes les transactions des utilisateurs depuis le début de la blockchain. Tout est tracé. Donc ci-dessous, on vous a représenté l'architecture auquel repose la blockchain. Donc si on compare à une architecture traditionnelle, une architecture centralisée, où il y aurait par exemple juste ce point central, juste ce serveur, avec la blockchain, comme on vous l'a dit, il y a multitude de nœuds. Donc là, il y a une blockchain avec, on va dire, une dizaine de nœuds, mais on peut imaginer qu'il y en ait des centaines, des milliers, des millions. Et le but, c'est que ce registre, cette base de données, elle est dupliquée sur l'ensemble des nœuds du réseau, à savoir que s'il y a une modification, s'il y a par exemple une nouvelle transaction qui arrive, un autre nœud du réseau, enfin tous les autres nœuds du réseau vont recevoir une notification pour dire eh oh, il y a eu une nouvelle transaction sur ce bloc, donc la base de données va être mise à jour sur l'ensemble des blocs. Ce qui est intéressant aussi dans cette architecture, au niveau sécurité, là je parle, c'est que ça élimine les chances de se faire hacker. Parce qu'en effet, pour l'attaquant, il n'aura plus juste un point central à exploiter, mais là, il aura une multitude de nœuds à attaquer. Dans ce cas-là, dans cette blockchain où il y a 10 nœuds, ça peut encore être faisable, mais dans une blockchain qui a 100, 1000, 1 million de nœuds, ça sera quand même beaucoup plus compliqué pour lui. Donc je vais maintenant vous parler des différents objectifs de cette technologie. Donc j'ai représenté les 3 grands ici. Donc le premier, c'est de faciliter et fluidifier les échanges de pair à pair. Donc si je reviens avec le petit exemple qu'Alexandrou nous a présenté tout à l'heure, avec le cas de la voiture, ça permet, si on fait abstraction de la technologie derrière qui est très complexe, pour l'utilisateur c'est vraiment très simplifié, et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus rapide et ça facilite les échanges. Donc le deuxième point, c'est justement de garantir la validité de ces échanges, et cela sans intermédiaire. Et le troisième point, c'est de pouvoir assurer la traçabilité de ces échanges. En effet, tout ce qui est inscrit dans la blockchain reste dans la blockchain, et on peut ainsi, si je prends le cas de la voiture, on peut ainsi remonter quand la voiture a été mise en circulation pour la première fois, le premier acheteur, s'il y a eu X contraventions, etc., etc. Tout est vraiment tracé dans cette technologie. Donc je vais maintenant vous parler du fonctionnement général. Donc là c'est vraiment la partie fonctionnelle. Alexandrou vous a présenté un exemple tout à l'heure, mais là c'est vraiment en règle générale. Léa reviendra après plus sur la partie technique. Donc admettons que Monsieur A il souhaite effectuer une transaction vers Monsieur B. Donc la transaction, elle est transmise à l'ensemble du réseau, elle est transmise à l'ensemble des nœuds que je vous ai présentés auparavant. Cette transaction, elle est représentée par une clé unique. Donc je ne vais pas revenir sur le petit topo que Mohamed nous a fait tout à l'heure. Léa y reviendra rapidement par la suite. Ce bloc, il est ensuite validé par le réseau par des techniques cryptographiques. Donc c'est plus juste une entité qui valide cette transaction. Comme je l'ai dit, c'est l'ensemble du groupe. C'est ce qui s'appelle le consensus. Si le groupe valide ce bloc, bah, du coup ce bloc il est ajouté à la blockchain et Monsieur B il reçoit la transaction de Monsieur A.
Donc avant de passer la parole à Léa, ce qu'on peut dire sur cette technologie, c'est que c'est un assemblage en fait de points clés déjà existants. Tous ces trois points qui sont là, ils existaient déjà avant la blockchain, mais le fait de les assembler les uns avec les autres, ben ça forme une technologie assez sympa. Et je vais passer la parole à Léa qui va vous parler des points techniques. Donc ici on a l'infrastructure de la blockchain. Donc on a en haut la partie applicative, on a les blockchains. Donc à gauche on a une blockchain 1, à droite on a une blockchain 2. Et, donc on voit bien que les blockchains sont constituées de blocs. Ici on en a 3, mais le nombre de blocs n'est pas limité pour le moment. Alors un bloc ça peut faire par exemple 50 octets, et la seule limite qu'on aurait actuellement c'est le stockage. Pour le moment, il n'y en a aucune qui a atteint cette limite. Donc, le nombre de blocs dans une blockchain pourrait être illimité. Donc, en dessous, on a l'infrastructure. Donc, chaque blockchain est stockée dans une machine. Une machine représente un serveur. Ils sont appelés nœuds ou mineurs. Ce sont eux qui hébergent les blockchains. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand une blockchain repose sur une machine, elle est ensuite copiée sur l'ensemble des machines. Et du coup, comme chaque machine a une copie, si on veut faire une modification dans la blockchain, par exemple si la voiture ne coûte plus 20 000 euros mais 25 000, toutes les machines vont s'envoyer la notification de la modification. Et pour que ce soit validé, il faut que ce soit la moitié. Si une machine, par exemple, dit non, moi je suis pas d'accord, c'est pas 25 000, c'est 28 000, enfin c'est 20 000, comme j'ai sur ma copie. Du coup, il va falloir faire un consensus, et c'est la moitié plus une. Donc si la moitié plus une machine dit oui, c'est bien 25 000, la transaction sera acceptée. Et du coup, dans les données du bloc, ça peut être la couleur, ça peut être la marque de la voiture ou le prix aussi. Alors, ici, on a ce qu'il y a dans les blocs de façon plus précise. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que chaque bloc est identifié par un hash. Ça permet de savoir où sont nos données, donc ça peut servir. Et ensuite, on a le champ données, dans lequel on a tout ce qui, dans le cas de la voiture, tout ce qui représente la voiture. Donc sa marque, la date de vente, la date d'achat, l'emplacement de la voiture, ça peut être aussi. Et si moi je décide d'acheter la voiture, il faut que je signe du coup le contrat. Donc c'est avec une signature digitale dans ce cas-là. Et donc cette signature, je la génère avec ma clé à moi, qui est une clé privée. Donc, que je suis la seule à avoir, et pour que tout le monde puisse lire ma signature, tout le monde va avoir une clé publique. Comme ça, ils pourront lire ma signature, mais ils ne pourront pas se faire passer par moi. Parce que la clé publique et la clé privée sont liées par un code mathématique. Ensuite, on retrouve encore le champ consensus, donc, qui représente l'accord entre tous les blocs qui sont hébergés donc, par des nœuds. Et on a le hash du bloc suivant pour pouvoir retrouver toute la blockchain, puisque chaque bloc a son propre identifiant, son propre hash, et le hash du bloc suivant. Donc, pour reprendre l'exemple de la voiture, c'est en fait un smart contract, puisque tous les termes du contrat sont mis dans des conditions qui sont exécutées par un programme autonome. Donc, par exemple, dans le contrat, il faut avoir 20 000 euros, donc ça va être une condition du contrat. Il faut que le compte bancaire soit suffisamment approvisionné. Ça peut être aussi une autre condition, ça peut être la carte grise pour la préfecture, qu'elle doit être à jour et disponible, ou le contrôle technique aussi qui ne doit pas être expiré. Donc tout ça, ça va être automatisé. Et du coup, les gains, pour un smart contract, par rapport à un contrat traditionnel, c'est que c'est beaucoup plus rapide pour s'exécuter. Donc, par exemple, on est sur 1 à 3 jours pour un contrat traditionnel, et un smart contract, il va être fait en minutes. On n'a pas besoin de tiers de confiance, donc, comme la préfecture, et la signature, elle est digitalisée.
Donc je vais maintenant vous parler de tout l'écosystème autour de blockchain. Donc vous posez peut-être la question, c'est bien beau cette blockchain, mais dans quel secteur d'activité, dans quel, enfin, comment je vais pouvoir l'utiliser? Les secteurs d'activité qui vont être le plus impactés par la blockchain, c'est tous ceux où des échanges, des transactions pourront avoir lieu. Donc on pourrait imaginer par exemple à l'avenir que ça pourrait remplacer les banques, les notaires, les chambres de compensation, etc., où ces métiers-là vont s'adapter. Donc Alexandrou nous a par exemple montré le cas d'une transaction, d'une vente achat d'une voiture. On peut faire pareil par exemple avec les maisons. Je vous ai cité quelques secteurs d'activité ici auxquels la blockchain pourra s'appliquer. Donc la finance, donc là on va dire que c'est le secteur d'activité qui est pour le moment le plus abouti, même si c'est en phase de bêta pour la plupart des projets. Mais je parle notamment, j'en ai parlé en début de conférence, du Bitcoin, mais il y a aussi multitude de crypto-monnaies. Il y a le domaine de la santé, pour tout ce qui est traçabilité des médicaments par exemple. Je vais pas revenir, on pourra en parler à la fin des différents secteurs, il y en a une multitude. Je vais juste faire un petit topo sur les secteurs alimentaires. Je sais pas si vous avez entendu parler, il y a quelque temps, il y a Carrefour, il y a un mois ou deux, qui a décidé de lancer sa blockchain à horizon 2023 ou 2025, je sais plus. Donc le but de cette blockchain pour Carrefour, quelle est son utilité? C'est de pouvoir tracer le cycle de vie d'un produit, par exemple le cycle de vie d'un poulet. Ce poulet, on pourra le tracer, le mettre dans une grande base de données, et on pourra savoir le consommateur, par exemple, il arriverait au magasin à l'aide d'un QR code ou d'une puce RFID, il pourra savoir quand le poulet où c'est qu'il a été élevé, dans quel abattage il a été tué, où c'est qu'il a été mis en conditionnement, etc. Et ça pourrait ainsi éviter des scandales comme on l'a vu il y a quelques années avec la viande de bœuf qui finalement s'avérait être de la viande de cheval. Donc ça pourrait être un cas d'utilisation par exemple de la blockchain dans le secteur alimentaire. Donc cette technologie c'est bien beau, mais actuellement il y a certains freins, il y a certains défis à réaliser pour qu'elle soit vraiment opérationnelle et mise en place dans l'économie, dans tous les secteurs d'activité. Donc on en a listé quelques-uns. Donc il y a deux grandes familles. Il y a tout ce qui est défis techniques. Je parle là de la consommation énergétique. En effet, on l'a vu, il y a multitude de mineurs, multitude de nœuds qui utilisent leur puissance de calcul pour accepter les transactions. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Il y a une statistique qui est sortie sur le Bitcoin dernièrement, comme quoi le Bitcoin consommait plus d'énergie que je ne sais plus combien de pays dans le monde. Donc il y a encore du travail à faire de ce niveau-là. Pareil au niveau vitesse de transaction. Je parle du secteur financier parce que c'est celui qu'on connaît le plus pour le moment. Pour échanger de la crypto-monnaie, pour le moment, ça prend quelques minutes. Il y a quelques années, c'était quelques heures, donc ça avance. Mais comparé à, par exemple, les transactions qu'on voit avec les cartes bancaires, les Mastercard qui prennent que quelques secondes, quelques nanosecondes, il y a encore du travail à faire de ce niveau-là. Mais la technologie avance énormément. Depuis déjà quelques mois, il y a de grandes améliorations. Il y a également des défis légaux à mettre en place. Donc ça commence à inquiéter les États, ça commence à inquiéter les institutions, les banques. Et puis il pose ça sur la table. C'est notamment c'est un des sujets au prochain G20. Donc là, oui, la blockchain, elle est pas encore réglementée. Et il y a beaucoup de questions qui se posent, notamment... je reviens à la RGPD, le groupe d'avant, parce que dans cette blockchain, on stocke multitude de données personnelles, et comme on l'a évoqué, ces données, une fois qu'elles sont inscrites dans la blockchain, on peut pas elles sont stockées et puis on peut pas les enlever. Donc la question qui se poserait, ce serait le droit à l'oubli, où sont passées nos données, etc. Donc là, il y a des personnes qui se creusent la tête pour ça, pour cette technologie. Mais à contrario, c'est une technologie d'avenir, donc qui va se diffuser dans tous les domaines de l'économie, comme on l'a vu auparavant, et ça va solutionner un certain nombre de problèmes. Donc j'en ai listé quelques-uns. Donc c'est un peu le résumé de notre conférence.
aucun organisme de contrôle, il n'y a plus juste une entité qui va dire oui ou non cette transaction est bonne. C'est vraiment un groupe, c'est vraiment un consensus. Donc ça pourrait par exemple lutter contre des problèmes de corruption. Je pense notamment à certains pays pour les élections présidentielles. Je citerai personne. Il y a également tout ce qui est traçabilité. En effet, tout est stocké dans la blockchain, donc on peut remonter là le cas de la voiture, on peut avoir tous les antécédents. Et le fait que le registre soit décentralisé également, je reviens un petit peu à l'introduction du début. Si un nœud, si un ordinateur, un serveur se faisait hacker ou arrêtait de fonctionner, était éteint, la blockchain continuerait de tourner parce qu'il y a une multitude de réseaux qui prendraient le relais et qu'on ce registre, qu'on la copie de cette base de données en eux. Donc cette technologie, on peut dire qu'elle est sécurisée depuis 10 ans que ça existe. Donc pour le Bitcoin par exemple, il n'y a eu aucun cas de hack de ce côté. Bon, il y a eu, vous entendez peut-être certainement des hacks de la blockchain, des hacks du Bitcoin, mais c'est les hacks des plateformes d'exchange, des plateformes de bourse. Mais la blockchain en tant que telle, elle n'a jamais été hackée, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Et pour le mot de la fin, ce qu'on pourrait dire, c'est que dans les années 2000, beaucoup craignaient Internet, remplacer des métiers, etc. Là, il y a beaucoup de spécialistes. Et puis, je pense, après avoir creusé le sujet avec mes collègues, je pense que cette phrase résume bien un peu tout ça. C'est que la blockchain, elle est à la transaction, ce que le World Wide Web est à l'information. Et je pense que dans les années à venir, c'est une technologie qui va... Je ne sais pas quand encore, là il y a beaucoup de projets qui sont en phase bêta, énormément de projets, mais ça va venir prochainement. Merci beaucoup. Donc comme tous les sujets de ce soir, beaucoup de possibilités et beaucoup de prudence, toujours pareil, sur les capacités que ça peut amener. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? La seule chose qui m'a fait sourire, c'est que quand il y a pas si longtemps que ça, quand même, commencé à l'informatique, mon tuteur à l'époque me parlait du bruit sur le réseau. Et là, ça me fait juste sourire de voir la quantité d'informations qu'on va échanger partout, même si c'est très léger. Les lignes, elles seront pas... la grosse problématique de l'entreprise, à part la sécurité et autres, c'est quand même la taille des lignes télécom aujourd'hui et la vitesse à laquelle on offre les services informatiques. Donc plus on les surcharge et plus on les charge, plus ça devient compliqué. Enfin, même s'il n'y a pas que ça qui bloque, mais ça me laisse dubitatif. Ok, merci pour cette présentation. C'est très très intéressant parce que finalement les 3 sujets qu'on a vus ce soir représentent effectivement les nouveaux enjeux des systèmes d'information. Et la vraie question qu'on doit se poser, c'est que de la même manière qu'on a eu il y a quelque temps de cela une dérégulation totale vis-à-vis des marchés, avec une libre circulation des marchandises et patati et patata, et ça partait dans tous les sens. Là, on est en train de voir qu'on a des systèmes qui sont en train de se mettre en place et qui vont évoluer très très vite. Avec cette blockchain qui, ok, on peut avoir un certain enthousiasme vis-à-vis de cela. Néanmoins, je serai un peu plus prudent. C'est peut-être mon caractère qui veut ça. Et je dirais que il y a la célèbre maxime qui dit que sans contrôle, la puissance, sans maîtrise, la puissance n'est rien, quelque chose comme ça. Donc cette blockchain qu'on crée avec tous ces éléments, enfin c'est, j'ai oublié ce que je voulais vous dire d'ailleurs. Mais ouais, ça m'a un peu, c'était très bien présenté. Hein. Je pense qu'il y a quelques petites améliorations à faire, mais néanmoins c'était très bien. Je sais pas, je suis un peu pas stressé, mais néanmoins prudent. Comment vous expliquez que la technologie qui a 10 ans, en fait, quand on regarde un peu la blockchain, on se rend compte que la technologie, comme tu l'as dit, elle a 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule application réelle connue, qui est le Bitcoin. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas plus ? En effet, donc,
Alors que ça a 10 ans et on voit, enfin tout à l'heure le groupe IA parlait de NLP, Natural Language Processing, la recherche là-dessus c'est du 2014-2015, donc c'est très récent et on voit il y a déjà plein d'applications, il y a Amazon qui a fait Alexa, le Google Home, ça, et ça a 3 ans. Et la blockchain qui a 10 ans cette année, à part le Bitcoin, il n'y a rien. Pourquoi? Alors, peut-être on aurait pu préciser d'un autre... Ça fonctionne? Ouais. Donc peut-être qu'on aurait pu préciser dans notre présentation, mais il y a des solutions proposées par Microsoft, par IBM, comme Blockchain as a Service, et il y a aussi plein de startups qui sont en train de développer, donc il y a plein de projets dans ce domaine, justement pour faciliter l'échange terre à terre et trouver des solutions sur la blockchain de ce qui est déjà existant. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a justement une opposition par rapport à ce qui a été dit précédemment? C'est ça. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, on avait vu que la RGPD visait justement à... C'est une sorte de garde-fou dont le but était d'éviter une évasion des données, de retrouver une maîtrise par rapport aux informations qu'on disposait, que ce soit au niveau local ou que ce soit au niveau global. Alors que là, sur la blockchain, on parle de décentralisation, de présence surtout. Exactement. C'est Parce que quelqu'un craque le code. Enfin... moi, c'est vrai que je suis un peu de cet avis-là aussi. Malgré que là, à force de faire, c'est de creuser le sujet et de m'intéresser aux crypto-monnaies. Je suis assez dubitatif par rapport à ça, le fait de décentraliser et surtout le fait de une fois que la donnée est dans la blockchain, elle y reste et elle circule partout. Pour le moment, il y a des choses qui vont être faites dessus, il y a des personnes qui cherchent par rapport à ça pour essayer de réguler tout ça, mais c'est vrai que moi, on l'a mis aussi dans les freins, ce qui me fait peur par rapport à ça, c'est malgré le fait que la technologie, je la trouve super, ça serait ce point de vue-là aussi. Donc je vous rejoins par rapport à ça. Sans compter, ça ne s'arrête pas. C'est ça. Couplé à l'intelligence artificielle, c'est l'un des meilleurs films de science-fiction. Hein. D'autres questions? Passionnant, hein, mais c'est... Par contre, c'était passionnant. Très bien. C'est au niveau de la propagation. Est-ce que ça marche comme ce qu'on a appris au niveau des réseaux? Il y a une propagation et il y a des latences à des endroits. Et comment ça se passe si jamais justement il y a des latences où la donnée n'est pas bien envoyée à tous les nœuds? Couplé au fait qu'aujourd'hui, tout le monde de la finance ne fonctionne pas à la seconde. Hein. Dans les salles de marché, on n'est pas à la seconde. Hein. Donc je ne vois pas comment, je me suis posé la même question, je ne vois pas comment ça peut remplacer des modèles financiers aujourd'hui qui fonctionnent avec des transactions inférieures à la milliseconde. C'est un tel échange de données, je ne vois pas comment, contrairement à ce que j'ai pu entendre ou interpréter, je ne sais pas, peut prendre place du modèle financier en cours. J'ai du mal à l'imaginer. C'est pour ça que vous avez Super. Et puis pour répondre à Thierry, on a malheureusement, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais moi j'ai... on va te la donner après. C'est déjà tard, c'est 8h30. Il fait pareil au travail. C'est marrant ça. Il faut toujours partir à l'heure ponctuelle. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure. Alors il y a Data, prochaine révolution numérique. Je vous laisse repartir chez vous avec cette question parce que je pense qu'effectivement ça entraîne beaucoup de questions en plus. Hein, une fois. Ouais, je rejoins. Je ne sais pas si on est beaucoup d'entreprises, mais super passionnant. Merci beaucoup. Si vous en faites d'autres, invitez-nous, c'est super intéressant. Mais ça fait. Merci. C'était le but de la conférence. Il y en a deux par an.